Donc, bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées. Donc, je me présente rapidement. Christophe Ducos, je travaille chez Hammer Sport. On est basé à Annecy, donc on représente les marques Salomon, Arc'teryx, Atomic, et on travaille avec Cégide depuis un certain nombre de temps. Et voilà, donc on est membre du club utilisateur et voilà, à ce titre, j'ai participé à l'élaboration de cet atelier. Donc aujourd'hui, on a un nouvel atelier qui concerne MPOS. Donc on en a, Laurence est là, enfin, pourrait en parler, mais il y en a eu un récemment au mois de janvier qui était plutôt basé sur des témoignages clients. Aujourd'hui, donc toujours dans le cadre des ateliers organisés le jeudi par le club utilisateur, on avait un objectif un peu différent. Aujourd'hui, c'était de partager avec l'ensemble des personnes qui pourraient être intéressées les nouveautés de la version 5. Donc, alors moi, enfin, c'est surtout, on l'a préparé donc avec Éric Jaspard et Mario Belgiorno qui sont présents aujourd'hui. Et l'idée, c'était donc deux consultants experts Cégide. Donc d'abord, je voulais les remercier pour le temps qu'on avait pu passer et puis le plaisir qu'on avait pu, qu'on avait pu avoir à travailler ensemble. Donc concernant la version 5.0, il y avait beaucoup de matières disponibles concernant cette nouvelle version, beaucoup de nouveautés dans beaucoup de domaines, y compris ce qui pourrait concerner la roadmap à venir. Donc on s'est volontairement concentré avec Eric et Mario sur des aspects qui nous ont paru susceptibles de vous inciter à considérer ou reconsidérer ce module MPOS dans sa nouvelle version et dans le cadre des projets que vous pourriez avoir à mener en incluant ce module d'encaissement. Donc les principaux aspects qu'on a identifiés, c'est la localisation d'abord, c'est l'optimisation des périphériques en magasin et l'organisation du point de vente lui-même. C'est illustré de façon assez... alors, on a essayé d'être le plus clair possible. Le rôle possible de MPOS dans le cadre de scénarios Omni, avec des exemples assez simples, mais avec les transitions entre les différents systèmes, de façon à... Voilà, c'est pas vraiment une démo, parce que les démos, on peut les avoir. L'idée, c'était d'être assez concret et de montrer les points d'interaction possibles entre MPOS et des systèmes extérieurs. Et le dernier point, parce qu'on sait que c'est un petit peu compliqué, c'est tout ce qui concerne le déploiement technique de la solution sur les iPads, sur iOS. On a prévu un temps d'échange en fin d'atelier. Néanmoins, n'hésitez pas à poser des questions, soit par le chat, soit oralement, dans les transitions entre deux sujets, s'il y a besoin de clarifier des choses immédiatement. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin de la présentation. Donc la présentation va être enregistrée, sauf avis contraire de votre part. L'idée, c'est de la mettre avec les autres à disponibilité des membres du club ultérieurement. Et du coup, je vais laisser la parole à Mario. Donc, alors, il a une petite faveur à vous demander concernant sa présentation, mais je lui laisse la parole. Merci à vous. Et puis, voilà. Merci Christophe et bonjour à tous. Alors, comme Christophe a dit, on se va focuser sur des sujets particuliers sur un poste. Avant que je commence, c'est mon première réunion avec vous, avec le CRC. Et merci beaucoup d'avoir moi entre vous. Et je suis basé en Angleterre, du coup mon français n'est pas mon première langue et je vais essayer de faire la présentation en français, mais si j'ai quelques soucis, j'essaie de basculer en anglais si va bien pour vous. Est-ce que vous regardez mon écran? Qu'est-ce qui se passe? No, we do not see your screen. Yes, it's okay. It's okay. Alors, l'agenda pour aujourd'hui, pour cette réunion, comme Christophe a dit, on va vous présenter quels sont les nouveaux
les nouveautés autour de MPOS 5 et quels sont les nouveaux marchés où la solution est disponible. Alors, on va faire un focus sur ce point-là, sur la partie features, nouveautés, aussi que sur la partie localisation. Okay? Dans ce contexte-là, on va déjà montrer vous qu'on aura besoin d'un composant de magasin qui s'appelle la CRES, ou l'In-Store Service. Nous vous allons expliquer comment ça marche et comment on peut mettre, qu'est-ce que ce composant-là nous permet de faire dans le contexte de gestion des périphériques et dans le contexte de gestion des dispositifs fiscaux. Après, on se va concentrer sur des scénarios omnicanaux pour faire le point avec on va prendre deux customer journey et on va essayer de mapper les user stories dans un contexte de gestion de scénarios omni et d'intégration avec un système tiers. Pour voir comment ça marche à high level. Et on va finir avec un focus sur les prérequis de la solution MPOS 5 et la nouvelle manière de la déployer avec les Apple Business Manager parce qu'on sait qu'on a beaucoup de questions autour de ce sujet-là. C'est clair? Est-ce que... Voilà. Alors, à niveau des nouveaux features, nouveautés. OK. Si on prend la solution à high level, on a fait beaucoup des évolutions à côté de MPOS. Comme vous pouvez voir dans la slide, la solution est disponible sous différents formats de iOS. On a fait des évolutions autour de la UI. On a là déjà beaucoup de features, surtout de la gestion de checkout en mode queue busting ou en mode full checkout. On a fait des choses autour de l'omnichannel, de le CRM, de la fidélité, de l'extensibilité. Et qu'est-ce que je fais ici? Je fais un petit focus sur quelles sont les nouveautés disponibles sur la version 5. Alors, le focus sur le mix baskets, l'impression à 4 à 5, l'omnicanal, la gestion de la fidélité avec le programme B3, la one-to-one communication, beaucoup de choses autour de la gestion des périphériques, comme vous pouvez voir en bas à droite. De l'extensibilité avec, par exemple, avec la création de nouveaux user exits pour la gestion d'un catalogue digital externe, l'intégration avec la DTAX Global Blue et Plane, et voilà. Beaucoup de choses déjà disponibles. Alors, sur l'aspect localisation, si on se pose la question, quels sont les marchés que je peux attaquer avec cette version de MPOS 5? Alors, pour vous rappeler, si on prend la version V4, qui à l'époque était localisée dans 3 marchés, on a dit la US, l'UK et la France. Si on prend la version 5 par comparaison, on est capable déjà de gérer, de faire le déploiement de MPOS 5 dans 35 pays avec 22 langues, plus one qui va venir, qui est le slovaque. Alors, voici, vous savez, les langues que la traduction est traduite déjà. Est déjà disponible en modalité corner et queue busting sur des pays qui ont des restrictions fiscales fortes. OK? Par contre, vous savez ici quelles sont les listes de pays où la solution peut être utilisée en full checkout mode. Alors, dans le contexte de RTM, ce sont les pays, normalement, ça veut dire que nous avons déjà des clients qui utilisent déjà la solution dans ces pays-là.
Par contre, sur la partie RC, ça veut dire que release candidate, ça veut dire que la solution, nous ne savons pas des clients dans ce pays-là, mais nous savons que la solution peut être utilisée et ready to use dans ce pays-là que vous voyez ici. Alors, on va faire une introduction sur ce point parce que vous voyez déjà que sur aucun pays, on a un astérisque, on a mis un astérisque sur l'Algérie, sur le Bahreïn, sur l'Égypte et on a flagué ce point-là avec, pour gérer la localisation et en particulier pour gérer l'impression en arabique, et il faut déployer la CRES. OK? Voilà. Mario, Question? je crois qu'on a une question de Thierry. Oui. Non, bah, Mario vient de répondre. Ok. Je voulais savoir pourquoi le CRES était obligatoire dans le cas de tous les pays MENAT. Il vient de répondre. Voilà, ok, je prends le point alors, déjà, sans la CRES, dans l'imposte, on a embarqué, on a intégré l'Epson SDK. OK? L'Epson SDK n'est pas capable de gérer l'impression en arabique. OK? On a demandé à Epson, il faut que Epson fasse des évolutions sur ces SDK-là, et Epson nous a remonté qu'ils n'avaient pas intention de faire des évolutions sur ces SDK-là. OK. Ce n'est pas une question de nous, c'est que Epson nous a dit nous n'avons pas l'intention de faire l'évolution sur les SDK. Et par contre, avec les CRES, je laisse la parole à Eric, qui vous va parler de la CRES et pourquoi, quels sont les bénéfices et quelles sont les choses que nous pouvons faire avec la CRES. Et en fait, cette limitation que j'ai remontée sur la gestion des caractères arabiques dans MENAT, nous avons été ingrats de les bypasser par la CRES. OK. Il y a une question, Mario, je pense, je l'ai vite vue. Christophe, tu peux la récupérer, la question? C'était Oui, par oui, rapport du coup, à... la question, elle est. Mais alors, du coup, je me posais la même question parce que en voyant la présentation, il me semble qu'on avait, enfin, on avait abordé des localisations type Allemagne ou Italie. Ça fait partie de la roadmap du coup, ou parce qu'il me semblait que c'était quasiment prêt ou. Voilà, c'est sur la partie roadmap, on va parler, on peut attaquer sur ce pays-là, et en particulier avec Eric quand il nous parle de la CRES. Parce qu'on a un peu une jolie vidéo pour vous montrer avec la localisation Allemagne. D'accord, du coup, on considère que l'Italie et l'Allemagne, pour être complètement transparent, on est dans quelle situation pour ces Voilà, sur pays-là? la partie Allemagne, alors dans la roadmap, quand on arrive à faire la présentation de la roadmap, on a mis que pour cette année, on se va concentrer sur la localisation Allemagne, Autriche et l'Italie. Voilà. Pour faire ça, on a besoin de faire des évolutions, on a besoin de composants à niveau de la CRES. OK? Et on a déjà livré ces composants-là autour, principalement au niveau de l'Allemagne. On est capable déjà de gérer l'intégration avec EFSTA. Par contre, sur le sujet Italie, les composants est disponible, le composant CRES est disponible, mais il faut faire des unit tests et planifier des unit tests avec les nouveaux supports que je pense étaient livrés, finalisés. C'était 7 mois, quelque chose comme ça. Oui, donc, je peux intervenir, Mario, pour l'Italie. Effectivement, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui ont bougé en Italie, qui ont nécessité des modifications sur le driver, dont la loterie, puis des choses aussi un petit peu plus fines. Donc là, on est en finalisation des dernières petites évolutions de détails sur le driver italien, ce qui va nous permettre cet été de tester avec le CRES et avec MPOS. Donc il était important d'avoir un driver italien, entre guillemets,
stabiliser dans son fonctionnel pour le rendre compatible avec le CRES et MPOS. Et du coup, pour compléter, pour un complément, comme nous avons, si le SIPOS est déjà stabilisé, nous avons déjà livré à côté de la CRES un nouveau composant pour gérer les imprimantes fiscales. OK? Et une fois que nous avons fait les tests avec nos amis de CG d'Italie, on pourra vous informer si ça avance ou pas. Mais j'espère qu'on a fait déjà la première part avant 2020. Je pense que dans l'année de 2019, on a fait déjà beaucoup de choses au niveau de la fiscalisation italienne. Et après, les SIPOS a changé. Il faut le tester. Et si tout va bien, on sera capable de dire que l'Italie est ready to release candidate. OK. En tout cas, s'il y en a un d'entre vous pour l'Italie qui est intéressé, qu'il n'hésite pas à nous en parler pour qu'on mette ça dans notre radar et qu'on puisse au plus tôt voir comment vous livrer en release candidate MPOS plus le CRES plus le driver, le dernier driver pour l'Italie. Si vous voulez, à ce point ici, il y a beaucoup de matériaux disponibles dans cette présentation. J'ai mis des choses dans la partie appendix pour faire un focus sur la partie Allemagne, l'Autriche et l'Italie. C'est que je vous ai dit qu'on a déjà livré un nouveau composant sur la CRES qui s'appelle CRES Tax Box, qui nous permet de gérer la localisation en Allemagne, en Autriche et des autres pays, mais pour l'instant, on s'est concentré sur l'Allemagne et l'Autriche. On a déjà testé l'intégration avec EFTA et en fait, on a déjà un pilote dans l'Allemagne qui a mis en place la CRES et ils ont fait des transactions en production dans leurs boutiques en Allemagne. OK? Il faut le tester pour l'Autriche, mais l'intégration, la configuration, le paramétrage de ce poste pour l'Autriche, ça marche de la même manière, plutôt de la même manière que pour l'Allemagne. Et du coup, sur la partie Allemagne-Autriche, on dit que si vous êtes intéressé à piloter la CRES avec le nouveau connecteur pour l'Allemagne, voilà, là est disponible en tant qu'early adopter. Pour l'Italie, on a déjà livré les composants sur la CRES qui nous permet de gérer la localisation, la communication avec l'imprimante fiscale et on s'attend de la stabilisation du SIPOS pour pouvoir organiser les unit tests. Et du coup, on retourne sur ce que nous vous avons présenté déjà. Est-ce que ça marche pour vous? Répondre à votre question? Oui, c'est bon. Thierry Collin de Rimova. Nous, on est intéressés. Hein, Rimova, en Allemagne, en Autriche et en Italie, on est partout. OK. Mais on en a déjà parlé. Oui. Il nous faut qu'on avance sur MPOS. On se peut organiser et faire un projet en tant qu'early adopter et voir comment ça marche. Pas de souci, faire un pilotage. Alors, on était là. Et voilà, et je lance la main à Eric et il vous a parlé de la CRES. Eric? Oui, bonjour, merci Mario, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Mario vient de vous le montrer, cette version 5 est vraiment la version de la maturité et il fallait que l'on puisse suivre dans certains domaines, donc avoir un focus sur la gestion des périphériques et un focus sur la localisation. Next slide, Mario, please. Donc, notre challenge, au vu de ce que nos partenaires arrivaient à produire en SDK et en hardware mobile, qui n'ont pas fait long feu d'ailleurs, c'était de dire comment on va pouvoir amener la mobilité
quasiment à l'équivalent de la gestion de périphériques sur les postes fixes. Donc, on a compris dans ces périphériques également les périphériques fiscaux, hein, comme les imprimantes et les taxbox, pour pouvoir adresser des marchés supplémentaires et vous suivre également dans vos projets, hein, puisque vous le savez bien, on vous accompagne dans vos projets à l'international. Donc d'un côté, on avait un écosystème assez riche dont vous voyez quelques acteurs comme Adyen, Epson, Ingenico, Cybersource, etc., avec qui on avait déjà travaillé sur l'encaissement fixe. Et on avait on a toujours d'ailleurs une bibliothèque qu'on appelle de CPOS, qui sont ni plus ni moins que des pilotes, des drivers à disposition. On avait également la gestion avec la localisation, puisqu'on est maintenant dans 69 pays localisés au niveau Y2. On avait tout ce matériel et c'était quand même un peu dommage de s'en priver. D'autant que derrière, tout ce qui venait, comme je l'ai dit précédemment, de nos partenaires n'était pas satisfaisant donc en mobilité. Donc, on s'est dit, on a des CPOS, des drivers qui font marcher des imprimantes, qui font marcher des IFT, des taxbox, etc. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour que tout cela puisse fonctionner également en mobilité, donc de capitaliser sur tout ce savoir et cette expérience et cette technicité que l'on a engrangé depuis une vingtaine d'années. Et donc, on a décidé de faire le CRES, donc CEGID Retail Extension Services, qui est un serveur de périphérique qui va permettre de communiquer entre le périphérique avec son CPOS associé vers MPOS et le retour d'MPOS, idem, via le CPOS. Donc voilà, donc on a ce nouveau composant, encore une fois à double détente, hein, qui nous permet donc de faire des intégrations de périphériques et via les périphériques fiscaux d'accélérer et de pouvoir déployer les pays, alors on va dire à compliance moyenne et haute, pour pouvoir vous accompagner, parce que comme disait Mario, jusqu'à maintenant on avait 3 pays et c'était un peu frustrant en mobilité de se réduire en fin de compte à faire une prévente et à aller finaliser en caisse fixe, ce qui ne correspondait pas du tout à l'utilité et au parcours client en mobilité. Donc voilà, donc on a fait ce CRES comme un serveur de périphérique. Aujourd'hui, il est en statut RC, Release Candidate, donc disponible également pour du pilotage. Nous avons actuellement quelques pilotes en cours d'intégration et même en cours de production. Ça se passe réellement bien avec des périphériques divers et variés. Donc voilà, si encore une fois, l'appel a été lancé tout à l'heure sur les imprimantes fiscales et taxbox pour l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, on reste aussi à disposition modestement sur le territoire français ou plus si vous le désirez pour vous accompagner dans votre projet et dans le pilotage. Next slide, please, Mario. Donc, bien entendu, pour augmenter la vue et l'utilité que l'on a sur le CRES, on a fait pas mal de scénarios avec des clients d'ailleurs, hein, je les remercie, pour voir un peu quel était le cas d'usage le plus fréquent que l'on pouvait avoir en magasin. Donc là, on a une configuration où on va
réduire le nombre de périphériques pour un nombre de POS mobiles. Bon, là, on a mis 1, 2, 3, mais ça peut aller plus. Après, faut aussi avoir des métriques quant à l'utilisation. Donc là, on va avoir un TPE ainsi qu'une imprimante, tout ce qu'il y a de plus classique. On oublie pour l'instant avec le CRES tout ce qui était portatif dans la poche, qui n'était pas très heureux non plus pour le vendeur ou l'imprimante à la ceinture. Donc là, on est vraiment sur du matériel, on va dire, standard. Et donc les vendeurs vont pouvoir utiliser via CRES ces périphériques. Donc, comme on l'explique dans la user story, c'est de pouvoir faire une vente de A à Z en accompagnant le client et en allant au peripheral bar pour pouvoir utiliser, donc, en l'occurrence, ce qu'il y a de plus commun, le TPE ainsi que l'imprimante. Et là, le client, le checkout est terminé, le client peut s'en aller. J'ai une Voilà. question. Oui. Quels sont les protocoles de communication entre les devices et le CRES? Et est-ce que toutes les données qui transitent sont cryptées? Alors, j'ai pas bien entendu. C'est Thierry? Oui, tout à fait, oui. Ouais, excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Alors, je disais, quels sont les protocoles de communication qui sont utilisés entre les devices et le CRES, du Wi-Fi, Wi-Fi 5, etc. Voilà, alors. Est-ce que les données qui transitent entre les devices portables des vendeurs et le CRES sont cryptées? Et pareil, entre le CRES et après le TPE, ou etc., etc. Alors, on en parlera tout à l'heure dans les prérequis, mais je peux devancer un peu. On est donc tout ce qui va être CRES, périphérique et mobile sont sur un réseau Wi-Fi dédié. Hein. D'accord. Et sinon, au niveau de la communication, on communique via HTTPS et sur un port que l'on ouvre pour CRES. Alors nous, on a un port par défaut. Hein. Après, on peut utiliser n'importe quel port. Donc, on voit qu'à ce niveau-là, tout est sécurisé. On peut faire un pont avec le LAN du magasin, il n'y a pas de souci, notamment pour ce qui est imprimante sur IP. Mais non, ça reste au sein de votre réseau privé et donc sécurisé, quoi. D'accord, merci. Mais je vous en prie. Next slide, Mario, please. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on a un peu devancé l'appel, mais c'est aussi le bonheur de pouvoir échanger et d'interagir. On vous a préparé une vidéo de démonstration, donc avec le connecteur IFT Adyen, une imprimante Epson qui est gérée via Opos. Donc TM70, mais on fait tous les matériels Epson présents dans l'Opos, et la partie localisation avec l'EFSTA donc en Allemagne. Donc you can launch the video, please, Mario. Donc là, on va commencer la vente tout simplement par le scannage du produit. On va commencer le checkout. Donc, on a possibilité, bien entendu, d'envoyer un email si besoin au client. Et donc là, on va apercevoir donc le CRES qui est associé à ce MPOS, et on va démarrer la transaction monétique dans un premier temps. Donc, vous pouvez voir sur la gauche. Donc, on fait la transaction monétique comme si on était sur une caisse fixe. On va imprimer les tickets, donc là, sur une imprimante. Hein, bien entendu, si vous avez un TPE avec imprimante intégrée, ça le fera. Et donc là, on va
terminer et valider le document fiscal. Donc en Allemagne, on demande une signature électronique sur le ticket. Donc on a fait un petit aller-retour avec nos amis du fisc allemand et on a bien notre ticket de caisse. Et ce que vous voyez en bas, c'est la signature électronique qui est demandée par, par les services fiscaux allemands. Donc voilà, un exemple d'une vente simple, localisée dans un pays étranger et faisant appel à des matériels qui fonctionnent avec des drivers, je dirais, communs à la caisse fixe. Enfin, communs. Ce sont les mêmes que ceux de la caisse fixe. Donc, juste pour conclure sur ce point, la petite photo que vous avez en bas à droite, elle vous montre le matériel qui a été mis en œuvre. Donc, un CRES qui est hébergé sur un Pocket PC, un mini Pocket PC. Voilà, merci Mario de le montrer. Donc, une Epson TM70 et un TPE Verifone, donc équipé d'ADN à l'intérieur. Hein, donc, voilà ce qu'il faut pour faire fonctionner ce type de barre de périphérique. Alors, bien entendu, comme on parlait tout à l'heure de périphériques partagés, sous restriction d'utilisation, on pourrait avoir 2 imprimantes et 2 TPE. Hein. C'est aussi la possibilité qui est ouverte, mais je vous montrerai tout à l'heure que l'on a d'autres possibilités pour les configurations un peu plus grandes pour des magasins de surface un peu plus importante. Next slide, please, Mario. Donc, bien entendu, pour faire fonctionner CRES avec MPOS et avoir une mobilité efficiente, on a quelques prérequis à tenir. Donc, bien entendu, un mobile POS avec la version 5, hein, puisque c'est quand même elle qui porte cette amélioration. Un device Windows 10 dédié pour le CRES. Et les périphériques que vous avez dans votre scope et qui peuvent être gérés par CPOS. Au niveau logiciel, donc une version de CRES spécifique et version plus haute, le MPOS, on en a déjà parlé, une console d'administration. Et ce qui est surtout important, c'est que CRES fonctionne à partir de V18, édition 2018 de Y2. Donc, deux versions en arrière de celle qui va être RTM d'ici la fin de l'année. Autre chose à prévoir, donc un paramétrage côté Y2 pour avoir une caisse de référence qui va dédier les périphériques au CRES pour l'utilisation des MPOS, les composants CRES. Une caisse mobile pour, c'est un peu détaillé là, une caisse mobile pour MPOS V5 pour les initiés. Comme je répondais tout à l'heure, un Wi-Fi network sur lequel on va avoir tous les composants dont on a parlé et les plugins nécessaires côté serveur. Il y a une chose qui est intéressante sur la deuxième photo à droite. On a fait ce qu'on appelle un Easy Connect, c'est-à-dire que pour appairer un CRES avec un MPOS, ça se fait par QR code. Hein, donc, c'est quand même quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre. Donc, on a fait aussi ce pas-là pour pas que ça tombe dans la technique, parce que ce n'est pas le boulot non plus des personnes qui sont en magasin. Next slide, please, Mario. Pour sécuriser la communication entre MPOS et la CRES aussi, pour échanger les certificats de sécurité entre MPOS et la CRES, pour éviter qu'on n'a pas le cas qu'on a un client pour scanner le QR code et se connecter à la CRES. Oui. Merci pour la précision, Mario. C'est vrai que c'était important au niveau sécurité.
Donc, une nouvelle fonctionnalité que l'on a depuis mi-mai, hein, donc c'est relativement récent, qui va rentrer en pilotage incessamment sous peu. Donc là, on a pris une configuration sur deux niveaux et avec plusieurs vendeurs qui sont mobiles par nature pour aller chercher le client. Mais on ne voulait pas que le CRES devienne un poids pour l'utilisateur, de dire il faut que je retourne à mon imprimante et à mon TPE pour finaliser la transaction. Donc, on donne la possibilité de pouvoir appairer un device MPOS avec plusieurs CRES. Et là où va se trouver le vendeur en train de faire son closing, il n'aura qu'à se diriger vers le bar de périphérique, scanner le QR code et il sera directement appairé via CRES au périphérique qu'il y a sur le bar de périphérique. Donc voilà, ça c'est une manière de gérer des espaces plus grands et d'avoir des vendeurs vraiment mobiles et qui puissent encaisser partout où ils soient dans le magasin. Next one, please, Mario. Voilà. Voilà pour la partie CRES. Donc, on a déjà eu une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions, Christophe, sur le chat? Non. Non. Est-ce qu'il y a quelques questions parmi le public? Non. Bon, bah écoutez, j'espère que ça a été assez clair et que vous avez tout bien intégré. Merci pour votre écoute. Merci Eric. On peut faire des autres questions sur la CRESA après au final de la présentation parce que j'ai une question personnellement. Ben, voilà. Alors, on va attaquer des scénarios autour de l'Omnicanal. OK, on a préparé 2 slides pour montrer comment on peut gérer la partie Omni avec une intégration avec un système tiers. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On s'est concentré sur 2 types de user story. La première est le cas où le client il va aller sur le site e-com. Il va browser le catalogue sur le site e-com, il va faire une réservation sur le stock del magasin et après on va voir comment est-ce que ça marche et comment est-ce que le vendeur pourra récupérer la réservation d'un Y2, d'un inventory tracking, d'un autre outil mobile, préparer la réservation et finaliser la vente et payer d'un impôt. Voilà. Alors, on a fait ce découpage-là. On va dire, voilà, en tant que client, je voudrais naviguer les catalogues digitaux et faire une réservation de l'article dans la boutique de mes choix. Et voilà, il a une intégration ici. On fait une assumption dans le cas que le système tiers a déjà l'information qu'il a besoin, les articles, les prix, les stocks, voilà, on prend ça déjà. Par contre, on peut imaginer que quand le client ajoute les articles dans les paniers sur l'e-com, on peut avoir besoin de vérifier si le stock est disponible dans les magasins où il va importer, faire des évaluations autour des promotions et de vérifier les prix. Alors, dans ce contexte-là, on peut imaginer qu'à niveau d'intégration, le système tiers peut appeler les API déjà disponibles sur Y2 pour faire ce type de vérification-là. Okay. Après, quand le client a déjà créé la réservation, alors dans ce contexte-là, pour intégrer la e-réservation dans Y2,
il faudra que le système tiers est capable d'envoyer les détails du client et les détails de la réservation. Et pour faire ça, on peut faire une intégration soit avec Flatfiles ou avec les web services qui sont déjà disponibles sur le core Y2. Alors, quand on se trouve là, on a déjà, on se trouve la commande, la réservation d'un Y2. OK. Qu'est-ce qui passe? Le vendeur ou le stock handler, le stock manager ou la personne qui gère le stock dans le magasin, et peut-être qu'on a une tâche qui est faite à l'ouverture du magasin ou mi-journée ou à la fin de la journée. Il peut aller dans le back-office pour voir la liste des réservations à préparer, ou il peut utiliser Inventory Tracker pour préparer toutes les réservations, les e-réservations. Alors, si la réservation est préparée, alors l'état de la réservation est modifié. Et dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur un système de business notification pour déclencher une notification à un système tiers qui pourra actualiser l'état et actualiser et envoyer un message au client avec le business notification. Voilà. Mais dans le cas que la réservation a été actualisée, on peut exporter cette information-là al système tiers. Une fois que la réservation était préparée, elle est disponible pour le client. Il peut venir dans la boutique et il peut faire le pick-up de la réservation. Alors, le client est identifié sur une poste. On a un système de notification qui permet de notifier au vendeur que le client, ce mois, a une réservation disponible. Et à ce point-là, le vendeur peut ajouter la réservation et finaliser la vente dans un poste. Dans ce cas-là, il peut ajouter des autres articles, faire un panier mixte, faire du upselling. Et la vente à ce point-là est terminée. Et on a dans Y2 le statut de la commande est changé. On peut déclencher une business notification qui peut être envoyée dans un système tiers pour alimenter la timeline ou des choses sur le système tiers. Ou peut-être il peut faire avec Flatfile aussi. So, c'est un premier exemple d'intégration omnicanal entre Y2, un système tiers. On a déjà ici différents types de touchpoints. On a les websites, le système tiers, on a les Y2 back-office, on a inventory tracking et on a un post. Pardon Mario, petite question. Les business notifications, ça nécessite du CBS, non? Alors, sur la partie impôts est capable d'envoyer les business notifications natively. Je ne sais pas comment on le dit en français. Ouais, Voilà. standard, en standard. Oui, ce sont déjà standards dans impôts. Okay? Pour les gérer sur le directeur, il faut faire il a besoin de CBS, il faut faire des paramétrages à côté de Smart Client. Mais impôts déjà est capable d'envoyer, de gérer les business notifications. Okay. Et les business notifications, est-ce que vous connaissez comment ça marche? À chaque fois qu'il y a une création client, une modification du client, ou chaque fois qu'on a des créations de documents de type vente, et quand on dit de type vente, on inclut les commandes omnicanaux aussi. Alors, ce type de notifications sont déclencheurs et envoyés en système tiers. Juste pour compléter la réponse, de ce que je sais, CBS est requis pour étendre les business notifications à la caisse standard, puisqu'elle ne fonctionne que pour les modules en mobilité, type shopping ou MPOS. OK. Pour être 100% sure, je bascule en anglais. OK.
On shopping and in post, the business notifications are available by design. You just need to, you don't need CBS. CBS cannot be used within post, okay? So if you, the business notifications are available on the contracts are available and configured on the server side, when the third party is subscribed to the notification system, every time you create or modify a customer, or every time you create a sales transaction, and a sales transaction, it doesn't mean it's an FFO or a sales ticket, but it's also an order or a reservation or etc., then this order is exposed via the business notification to the third-party system. So in that respect, you don't need anything because mPOS does it natively. If you then want to do the same, so if, for example, you are using Y2 Smart Client, the standard Y2 front office, and when you modify a customer, or when you create a sales document, you want to expose a business notification, then in that case, you need to activate a CBS component to be able to manage that. So the CBS part only applies if you want to use the business notifications with a Y2 Smart Client. C'est clair, c'est mieux? Des questions? Mario, I think there is just 9 minutes left. So. Oups. On a fait la même chose avec le deuxième scénario. Dans ce cas-là, on va montrer la partie extension catalogue. Dans ce contexte-là, la user story est qu'en tant que vendeur, je veux naviguer sur mon catalogue digital de mon enseigne et de pouvoir proposer des options additionnelles, des articles additionnels qui ne sont pas stockés dans ma boutique. Et après, je veux créer une commande web sur cet article-là par livraison chez le client. Et je voudrais aussi pouvoir ajouter des autres articles pendant la vente pour compléter le look et de pouvoir proposer des promotions ou des loyalty points et finaliser la vente et voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une extension catalogue. On a un user exit qui s'appelle extension catalogue, qui est disponible pour attacher les catalogues digitales avec mPOS. Je vais vous montrer après. Pour activer ce type d'extension-là, il faut dans les catalogues créer une fonction, un bouton qui s'appelle Add Article to Basket ou Add Cart to Basket, qui se va appuyer sur la user exit et mPOS pour ajouter les articles au panier. En tant que les articles sont dans le panier déjà, alors le vendeur pourra créer une commande web pour livraison au client, ajouter des articles additionnels, evaluate, apply the promotions, payer, imprimer, envoyer l'email. Et voilà, ici, les commandes sont créées dans Y2 et on peut utiliser le même mécanisme qu'avant avec le business notification ou le flat file pour exporter l'information à un système tiers qui, à ce point-là, il pourra gérer la préparation, le shipping, packing, il peut être un CRM, il peut être un OMS, il peut être quelque autre chose. Alors, une vidéo très rapide. Ici, vous savez, si j'ai activé l'extension, je vais être très rapide, j'ai activé l'extension catalogue. Oups. Vous avez ici un nouveau icône pour accéder au catalogue. C'est le cas d'une extension que nous avons fait avec Shopify. On peut ajouter l'article à la carte
on peut faire les check-out in impose, on a ajouté ce bouton-là sur les catalogues digitaux et après, l'article est déjà sur impose, je le peux commander pour livraison au client. Je vois que j'ai 100 quantités en stock. Voilà, je complète mon commande, j'ajoute un autre article à Candle. Voilà, est disponible dans mon magasin. J'ai un panier mixte ici. Je valide. L'évolution, les promotions sont appliquées. Le même sur la partie fidélité, se sont activées. Et je me trouve sur la partie paiement avec la crèche que vous savez déjà voir. Voilà. Quelques questions autour de ces deux scénarios-là? Pas de questions? Donc, alors, juste un petit commentaire, quand on a travaillé sur les deux scénarios, effectivement, l'idée, c'était de montrer les interactions possibles, à la fois en début de scénario, puisque par exemple, dans celui-là, on est capable de repartir d'un catalogue extérieur avec la capacité à rajouter des produits dans le panier, avec, à la condition de faire un petit développement dans le catalogue. Et aussi, dans l'autre scénario précédent, c'est des interactions entre un site e-commerce et le MPOS lui-même, avec des données, avec des interactions possibles, soit via Business Notification, soit par export, en fait. Hein. Mais l'idée, c'était un peu de démystifier ça. Alors, je ne sais pas si... On a souhaité les mettre sur une seule slide pour que ça soit cohérent. Bon, j'espère qu'on on vous a pas trop perdu sur ces deux scénarios-là. Juste une petite question, Thierry Rimova. Est-ce qu'il y a des clients qui l'utilisent aujourd'hui en production, ces scénarios-là? Le catalogue? Et la e-réservation, enfin, ces différents scénarios, tous les scénarios qu'on a vus. Le catalogue est un nouveau user exit qui est en train d'être piloté dans deux clients. L'Omnicano est en train d'être déployé par les autres clients aussi. Donc il y a des clients qui l'utilisent. À niveau d'intégration, je pense que chaque client aura différentes méthodes de gérer les intégrations. Mario, j'avais une question dans le chat. Je vais la poser maintenant pour être sûr qu'on puisse avoir la réponse. C'est Grégory Teyeux qui demandait, mais je pense que, alors, de ce que j'ai compris de ce qu'on a fait ensemble, oui, si c'était possible de partager, de mutualiser un TPE avec différents, via le CRES en fait. Donc pour moi, c'est je vais répondre, Christophe, oui, si tu veux bien. Alors, Grégory, tout dépend de ce qu'on appelle mutualiser. Alors, je vais vous prendre deux cas un peu antinomiques. Si vous parlez de pouvoir mettre deux TPE sur un même CRES, c'est possible. Il faut juste se mettre en tête que les deux TPE ne pourront pas fonctionner en même temps à la seconde près. Hein, puisqu'il y en a un qui va prendre la main sur le driver, donc l'autre devra attendre la fin de l'opération. Donc là, on est sur un seul CRES. Et après, il y a l'exemple que l'on a donné, et c'est pour ça qu'on a développé cette fonctionnalité pour les magasins plus grands, de dire j'ai plusieurs CRES dans mon magasin, mais je peux les atteindre avec mon MPOS. Et dans ces cas-là, effectivement, n'importe quel vendeur peut aller sur n'importe quelle barre de périphérique. Mais il est bien, nous, on n'appelle pas ça mutualiser au niveau d'un seul serveur, d'un seul CRES. On appelle ça partager. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que quand un vendeur est dessus, l'autre vendeur ne peut pas se servir de l'autre périphérique. Mais là, on parle de secondes. Hein. On parle d'une transaction monétique et de l'impression d'un ticket. Oui, c'est rapide. Oui. Ouais. Très clair. Merci, Eric.
Des autres questions sur ce sujet, sur la CRES, ou des autres sujets qu'on a parlé jusqu'à... Oh, merci. Alors, on a 2 minutes, on va essayer d'accélérer un petit peu. On va attaquer les prérequis. Alors, sur la partie impôts, ce sont les prérequis pour pouvoir déployer la solution à une version minimale de YTO version 2018 avec les composants les plus récents de la tax engine, le clienteling plugin, et le loyalty engine et le sales condition engine. Sur la partie hardware, les devices from 5th generation onwards, IMPOS compatible avec iOS de la version 9. On a validé la version iOS 14 aussi et l'iPadOS. Alors, sur cette partie-là, au niveau de iOS, c'est validé. Après, sur la partie deployment. Alors, IMPOS est une app native et une enterprise app. Et il faut le publier, il faut le valider avec Apple et il faut le publier sur l'Apple Business Manager. Ce sont des instructions que Apple nous a données. Et après, une fois que l'application est publiée sur la VM, alors le déploiement se fait avec un MDM connecté sur la VM. Voilà. Une petite histoire. Là, on a l'ancienne procédure, on la va appeler comme ça, avant que le nouveau process avec les VM ait été introduit par Apple. Alors, l'ancien process est de générer, si un client veut implémenter IMPOS, il faut gérer la certification de l'app. Alors, le client il doit envoyer le distribution certificate et le provisioning profile à nous, et nous va retourner l'app certifiée, signée. C'est un process manuel, c'est un process plutôt difficile à gérer parce qu'on a des cas, beaucoup de demandes de last minute. J'oubliais de demander une nouvelle version signée, ma version va expirer demain. Voilà. Et plutôt, il a un coût. OK, parce que si on prend les clients avec plus de 300 employés, alors dans ce cas-là, on peut utiliser l'iOS Enterprise Center, mais on a aussi des clients qui n'ont pas beaucoup de clients dans leur entreprise et il faut faire une souscription avec Apple Developer Center par un coût de 80 euros. OK. Alors, qu'est-ce qui se passait après ça? Les nouveautés. Apple a dit que l'Apple iOS Enterprise Center, l'ancien VIP Manager, sera disponible seulement pour le secteur de l'éducation et de l'armée. Okay? Et pour des autres types d'enterprise app, il faut utiliser l'Apple Business Manager. L'Apple Business Manager est gratuit. OK, et voilà. Et ce sont les nouveaux guidelines d'Apple. Avec ces processus-là, qu'est-ce qu'on a fait? Le client il va signer, il va souscrire sur l'Apple Business Manager, gratuite. Il nous donne la company name et l'ID. Et une fois que nous avons ces détails-là, nous allons publier la version de IMPOS sur leur ABM. Avec l'MDM connecté sur leur MDM, le client sera capable de gérer la distribution sur leur dispositif mobile. Okay? The good points, no manual requests, pas de problème avec la gestion des certificats d'expiration. Et il se peut gérer avec l'MDM, avec des update policies, chaque fois une nouvelle version est mise à disposition automatique sur la VM. OK.
Sur cette partie-là, sur ce sujet-là, on a beaucoup de questions sur la gestion des déploiements, sur la gestion des versions des impôts, quelles sont les choses qu'on peut faire, quelles sont les choses qu'on ne peut pas faire. Et chaque truc est différent dépendant des types d'NDM qui sont mis en œuvre dans l'entreprise. Alors, on a mis une liste des questions qu'on a plus fréquentes internement et chez le client. Est-ce que je peux avoir un IPA file dans le CG package sous CG Live? Pas plus. Originally, chaque fois que nous déployons une version, on a mis à disposition la version IPA CG certifiée, mais on a constaté qu'à la fin, ces versions d'impôts se trouvent en production dans différents clients. Alors, on a arrêté la publication de l'IPA file sur les CG package, sur CG Live. Est-ce que je peux télécharger, publier un postcard sur IBM? Non. Apple nous a dit que, comme l'iTunes, il est possible d'avoir seulement une version sur l'IBM. Si il faut besoin, si un client a besoin d'avoir un nouveau, de renouveler le certificat pour un postcard, il faut suivre l'ancienne procédure. Comment je peux déployer sur Testor Pro? Beaucoup de questions sur ce sujet-là. Voilà, ça dépend de l'MDM. Nous ne connaissons pas tous les MDM qui sont là. Nous savons que, par exemple, chaque MDM a différentes méthodes de gérer les update policies et de pouvoir pousser l'application sur certains types de devices ou pas. Mais nous ne connaissons pas tous les MDM qui sont là. Okay. Mario, excuse-moi, je ne pense pas qu'on puisse aller au bout du contenu qu'on avait prévu, du coup, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Il y a peut-être des contraintes. Donc, ouais, je ne sais pas. Je pense qu'on peut redire qu'il y a pas mal de contenu dans la présentation elle-même qu'on pourra partager. Mais je ne sais pas comment on peut s'arrêter. Voilà, je ne sais pas. On était au bout, là, de toute façon. Hein. Ah, ok. Ouais, c'était le dernier slide, ouais. Bon. Donc je pense que les questions sont venues au fur et à mesure. Comme disait Christophe, le contenu est assez riche. Donc on a mis en annexe beaucoup de choses et je vous engage à le lire, notamment au niveau de la roadmap, des cas d'utilisation, etc. etc. C'est vrai que c'était un peu un challenge pour nous d'avoir autant de nouveautés à vous proposer, ça nous fait toujours grand plaisir, et de le faire en 1 heure. C'est vrai qu'on a dépassé de 3 minutes. On vous remercie d'avoir été présent. S'il y a des questions, profitez-en. Sinon, je vais te laisser le mot de la fin, Christophe, au nom du club. Oui, alors, écoutez, voilà, donc on a, comme le dit Eric, il y avait beaucoup de contenu, il a fallu qu'on essaie de trouver des axes alors l'idée, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une présentation un peu plus axée utilisateur, parce qu'on était dans le cadre du club utilisateur. Voilà, donc MPOS reste un sujet d'actualité, on le voit, il y a quand même beaucoup d'évolutions, beaucoup d'améliorations, beaucoup de choses qui s'ouvrent ou qui s'entrouvent. Ça nous semblait intéressant de partager, faire un état des lieux sur où est-ce qu'on en était sur cette solution-là qui reste quand même pas mal utilisée par les clients CJ. Okay. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que les présentations sont enregistrées. Alors, j'ai pas le lien, mais je pense qu'on vous fera passer les présentations sont accessibles plus tard. Vous pouvez revenir sur les présentations elles-mêmes parce qu'elles sont enregistrées.
Et je remercie encore Eric et Mario pour leur collaboration sur cet atelier qui, j'espère, aura répondu à un certain nombre de questions que vous pouviez avoir. Ok. Bah, merci à toi, Christophe. Nous aussi, sache qu'on a beaucoup apprécié de travailler avec toi et merci à tout l'auditoire.